Bonjour à tous, bienvenue à vous sur le plateau de Rétrofoot. Comme chaque mercredi, on va évoquer le souvenir d'un grand joueur. Et quand je dis grand, trois fois, ce n'est pas rien puisque vous allez savoir de qui il s'agit. On va encore une fois évoquer la glorieuse équipe du FLN qui a fait parler d'elle durant la Révolution de 1958 à 1962. Et parmi ces grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football national, eh bien, il y en avait un également qui a vraiment brillé très très haut, et il s'agit de Mustapha Zitouni, dont on avait parlé dans l'une de nos précédentes émissions, puisqu'il avait, lui, comme les autres, comme Rachid Makhloufi, comme également Abdelaziz Bentifour, été pressenti pour disputer la Coupe du Monde 1958 sous les couleurs de l'équipe de France, et ils ont préféré tourner le dos à cette gloire pour aller répondre à l'appel du Front de Libération Nationale et composer la glorieuse équipe du FLN. On va parler donc de Mustapha Zitouni ce soir avec Mustapha Hadden, notre consultant. Bonsoir Ardouane, bonsoir amis téléspectateurs. Quand on dit Mustapha Zitouni, je ne crois pas qu'on exagère si on dit que ça a été l'un des trois peut-être meilleurs arrières centraux du monde de son époque. Ça a été écrit même par la presse française, Mustapha Hadden. Oui, tout à fait, Ardouane. Mustapha Zitouni, de mon point de vue, aura été le précurseur du rôle de libéraux, puisque on avait commencé avant lui, déjà. Le libéraux n'existait pas. Avant lui, il y avait l'arrière central, voilà, et il y avait le demi-centre qui portait le numéro 4. Voilà. Et le système de jeu commençait à évoluer. Il a inspiré un nouveau système de jeu, pour ainsi dire. Oui, je dis, c'est l'incarnation même du jeu de libéraux, avec tout ce que cela comporte dans le jeu à ce poste. C'est-à-dire l'intelligence, l'élégance. Oui, et d'abord l'élégance. Il a véritablement été un joueur extrêmement élégant, la gestuelle corporelle. Avant de revenir en plus en détail sur ses qualités techniques, on va peut-être parler du fait qu'il a débuté dans un club à Alger. Il a débuté à l'OMSE, l'Olympique de Saint-Eugène, oui, où il a joué, il n'a pas joué très longtemps, il a joué 3 ans à l'OMSE. C'est ça. Avant de partir directement en France, où il a évolué à l'AS Cannes d'abord. Et tout de suite, il a été repéré par le club voisin de Cannes, qui est Monaco, l'AS Monaco, qui était un grand club. Et il a tout de suite été repéré et il a commencé donc sa carrière à l'AS Monaco. Oui, il a véritablement, il a explosé, si l'on peut s'exprimer ainsi, au sein de l'AS Monaco, dans lequel club il est devenu un titulaire indiscutable, aux côtés, si j'ai bonne mémoire, d'un certain grand joueur aussi international français, Kyle Bell, je crois. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y avait aussi avec lui deux autres Algériens qui ont brillé. Il s'agit du gardien de but Abdelrahman Boubker, Allah yarhamou, et Abdelaziz Bentifour également, Allah yarhamou, qui étaient dans l'équipe type de l'AS Monaco. 3 Algériens dans cette équipe de l'AS Monaco qui n'étaient pas des joueurs moyens. C'était vraiment les piliers de l'équipe. Et Mustapha Zitouni, lui, alors était vraiment a commencé à véritablement
tellement il a brillé qu'il a tout de suite été appelé en équipe de France. Oui, avec son compère aussi, Abdelaziz Bentefour, qui ont été sélectionnés en équipe de France et qui étaient grandement pressentis pour faire partie de cette équipe de France au mondial pour la Coupe du Monde 1958 en Suède. En Suède. Et avec toute cette gloire, tout cet aspect matériel dont ils bénéficiaient, ils ont répondu à l'appel du FLN. Ils ont tourné le dos à l'équipe de France et ils ont préféré. Et il faut quand même dire une chose importante, c'est qu'à l'époque, au moment où Mustapha Zitouni répond à l'équipe du FLN, et laisse tomber sa carrière, c'était l'un des joueurs les mieux payés en Europe. Il touchait 160 000 francs. À l'époque, 160 000 francs, ça veut dire aujourd'hui à peu près 1 million d'euros, 1 600 000 euros. C'est ce que touche Neymar et c'est ce que touche certains joueurs. Donc, Mustapha Zitouni a laissé tomber ce gros salaire qu'il avait. D'ailleurs, ça a été, on va le voir, la presse française l'avait même mis sur les journaux. Ils avaient dit, regardez le salaire qu'il touchait, et il a préféré partir. Et donc, il a laissé tomber tout cela pour répondre à l'équipe du FLN. C'est tout à son honneur. Aujourd'hui, on lui rend cet hommage qui est vraiment mérité. Et il faut également ajouter que Mustapha Zitouni était sur le point, au moment où il est parti, il était sur le point d'être recruté par le Real Madrid parce que Di Stefano avait joué contre lui et il avait dit aux dirigeants du Real, et à l'époque, il leur a dit « Voilà l'homme qu'il nous faut, voilà un véritable arrière central qui a révolutionné le football, comme vous l'aviez dit, qui a créé, pour ainsi dire, le poste de libéraux. » Tout à fait. Contre Alfredo Di Stefano, une icône du football espagnol, lui qui est originaire de l'Argentine. Il est hispano-argentin. C'est ça. Et il a joué en équipe d'Espagne. Donc c'était Santiago Bernabéu en personne le qui président. était président du club, qui est allé proposer la venue de Mustapha Zitouni au Real de Madrid parce qu'il a pensé que par le fait que Mustapha Zitouni ait pu museler carrément Alfredo Di Stefano, il était amplement capable d'évoluer dans le Real de Madrid qui est... Et Alfredo Di Stefano était, je vais inventer un mot, immuselable à l'époque. Hein. Vraiment, tout à fait, c'était véritablement un joueur hors pair. Eh bien, je vous propose, Mustapha Haddan, et à vous, amis téléspectateurs, de revoir un peu ces images avec Mustapha Zitouni qui raconte sa carrière et son sacrifice qu'il a accepté de faire sans hésiter, sans hésitation aucune. Comme j'étais le plus connu, on est venu me solliciter pour essayer de former une équipe combattante en Tunisie. La plupart des joueurs avaient déjà été contactés, donc j'ai répondu présent. Au sommet, j'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose. Et en plus de remplacer un monsieur comme Jean-Claude, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'inoubliable. Parce que Jean-Claude était quand même un des meilleurs centrales d'Europe. Je suis arrivé à lui enlever la place. J'ai joué à sa place, comme arrière central. À Paris, contre Di Stefano, là, on arrive chez 0-0, et la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde en 58. Si par exemple, la France avait perdu, la France aurait été éliminée de la Coupe du Monde. J'ai sauvé un but. Le ballon allait pénétrer dans le but, et j'ai réussi à faire la couverture de Colonna pour sortir ce ballon qui allait vers le but. Le sauveur de la France, d'ailleurs. J'aurais voulu faire la Coupe du Monde, par exemple, en 58. J'aurais voulu la faire. Mais
Le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58. Voilà tout ce qu'on avait dit. Et vous avez vu, c'est lui qui a sauvé cette équipe Qualifié. de France, qualifié. Il a sauvé un but sur la ligne dans les dernières minutes. Ce but aurait éliminé la France de la Coupe du Monde. C'est ça, en plus d'avoir muselé, comme nous le disions, Alfredo Di Stefano, il aura fait un match époustouflant face à l'Espagne. Et avec tout ça, lui, et à l'instar de tous les autres, ont tourné le dos à la gloire, il le dit, quand il y avait le choix, il n'y avait pas à hésiter, et donc il a choisi. Et ils auront également quelque chose d'exceptionnel, sacrifié leur famille. Et il avait d'ailleurs, pour l'histoire, détrôné un certain Jonquet qui était le titulaire indiscutable de l'équipe de France au poste d'arrière central. On a avec nous en direct quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui est avec nous et qui a fait partie de cette glorieuse équipe du FLN, qui a fait également une belle carrière professionnelle en France. Il s'agit de Saïd Amara qui est avec nous en direct de Saïda. Malgré le fait qu'il soit un peu fatigué, on a un grand plaisir de le retrouver aujourd'hui. Saïd Amara, tout d'abord, bonsoir et merci d'être avec nous en direct. Oui, je ne sais comment vous témoigner d'abord mes respects et en plus de cela, c'est l'amitié que j'ai eue pour vous. Merci beaucoup, Saïd Amara. Alors, on parlait de Mustapha Zitouni, vous qui l'avez très très bien connu et côtoyé, c'était votre, on ne va pas dire votre coéquipier, c'était votre frère, puisque vous êtes... Comme adversaire d'abord en France, et ensuite, 2 années après, je les ai rejoints. Et Saïd Amara, sur le plan footballistique, vous qui l'avez eu d'abord comme adversaire, ensuite comme coéquipier, quelles étaient les grandes qualités de Mustapha Zitouni? D'abord, il n'y a pas de mine, parce que quand on le voyait, il était un peu comme dans sa tenue, dans son comportement, il avait une certaine allure. Mais depuis, j'ai constaté que son état s'était complètement amélioré au sein de l'équipe FLN. Il a dû prendre plus confiance qu'à Monaco. Et pour vous dire qu'il était indispensable pour l'équipe, il l'était. Et comme disait Mustapha Haddan il y a un instant, il avait cette particularité qui n'existait pas chez les autres arrières centraux de l'époque. Il jouait avec élégance, avec prestance, il apportait un plus. Proprement. Oui, il avait cette faculté de défendre avec beaucoup d'élégance. C'est exact. On a eu même le plaisir de le voir encore continuer sur sa lancée au lendemain de notre indépendance. Et réellement, il était indispensable à l'équipe. Saïd Amara, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonnes choses, encore du bonheur et une longue vie surtout, pour pouvoir encore une fois apporter votre pierre à l'édifice du football national. Écoutez, connaissant votre compétence, c'est un honneur que vous nous faites, parce qu'à l'époque, si nous on tirait un certain volet au niveau du terrain, vous l'avez d'une manière écrite, d'une manière ordonnée. Vous nous avez fait un grand plaisir d'être des compagnons de route. Merci, c'est tout. En tout cas, tout à notre honneur de vous avoir connu et côtoyé, et d'ailleurs travaillé avec vous, Saïd Amara. En tout cas, vous serez l'un également de nos sujets dans cette émission Rétrofoot, puisque vous avez également fait les beaux jours de l'équipe du FLN, de l'équipe nationale, et également vous avez même participé aux instances sportives nationales au sein de la Fédération algérienne de football. Merci à vous.
vous et à très bientôt, hein, Inch'Allah. En tous les cas, ces avis sont très touchants et je vous témoigne aussi à mon tour beaucoup de respect, beaucoup de réussite. Merci, merci Saïd Abala. Voilà donc un témoignage, Mustafa Hadden, qui confirme tout ce qu'on avait dit de Mustafa Zitouni, qui avait été vraiment, on va dire, l'une des pièces maîtresses d'abord de l'AS Monaco, également en équipe de France et l'équipe du FLN, où il a été un joueur qui a beaucoup apporté, non seulement par ses qualités techniques, mais également par sa sagesse, son tempérament, qui était toujours calme. On ne l'a jamais vu s'emporter. Tout à fait. D'ailleurs, le meilleur hommage qui lui a été, un des meilleurs hommages qui lui a été rendu par Michel Hidalgo, qui aura été l'ex-entraîneur de l'équipe de France et joueur de il a toujours dit du grand bien de lui. Hein. En plus de ses qualités techniques, c'était ses qualités... Michel Hidalgo qui est décédé récemment également. Tout à fait. Qui était d'abord technique, ses qualités techniques, mais aussi et également ses qualités morales dans la vie de tous les jours. Et ça revient à chaque fois. Il était modeste, hein, très modeste. Il est très très modeste. Vous disiez le grand Mustafa Zitouni, mais aussi grand par la taille que par le talent, parce que, à mes yeux, il aura véritablement... Et il avait beaucoup de classe aussi. Beaucoup de prestance. En dehors du football. Beaucoup d'élégance. Tout à fait. Sapé, toujours bien. Tout à fait. Mustafa Zitouni, un gentleman véritable sur le terrain et en dehors du terrain. Le rôle qu'il aura incarné, j'insiste là-dessus, de mon point de vue, c'est cette prestance, cette élégance, et ensuite cette lecture de jeu qui a permis cette vision aussi. Cette vision. Quand on fait une lecture, c'est la vision. Donc, ce qui lui a permis à Mustafa Zitouni, puisque le marquage dans la zone venait d'éclore à l'époque. C'était une découverte. C'était le maestro dans la couverture de la zone, et aussi bien sur les couloirs. Mais également l'anticipation dans le jeu qui permettait, à travers la lecture prononcée du jeu de Mustafa Zitouni, l'anticipation qui permettait d'annihiler les attaques adverses à la base. Et également la relance qui aurait été également qui était son arme la relance. Alors, son départ a été un véritable coup de tonnerre de l'AS Monaco, puisque personne ne s'attendait dans la principauté à prendre le départ de la pièce maîtresse de l'AS Monaco. Et vous allez voir ce qui avait d'ailleurs été, ce qui avait été dit et écrit sur ce départ de Mustafa Zitouni par la presse, la radio française, à travers ce document. Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes. C'est qu'une équipe comme Monaco, qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Ben Tifour, son ailier gauche, Boubaker, son gardien de but, et Bekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. Un coup sérieux pour Monaco. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. Et on avait oublié de dire aussi Qadour Bekloufi, qui faisait partie de l'équipe de Monaco, qui lui aussi faisait partie du groupe qui était parti donc rejoindre l'équipe du FLN. Vous avez vu comment que ça, c'était un extrait de la radio française locale qui avait été vraiment, ça avait fait l'effet d'un coup de tonnerre à Monaco, son départ. Personne ne s'attendait. Oui, aussi bien, on risque de nous répéter, son départ et le départ des autres qui ont répondu sans hésitation aucune, vous le disiez, à l'appel du FLN, en délaissant véritablement, c'était inimaginable pour les Français que de délaisser une carrière
professionnelle tout à fait prometteuse et très riche. Il faisait partie des meilleurs éléments des équipes composant le championnat français à l'époque. Et c'est tout à leur honneur. Et c'est un grand coup de portée sur le plan médiatique et sur le plan patriotique par le Front de Libération Nationale d'alors. Et alors après à l'indépendance, il rentre en Algérie, bien sûr, il fait partie des premières équipes nationales, puisqu'il a été quand même, il a joué longtemps sous les couleurs du maillot algérien, et donc il a fait partie de la première équipe nationale, et il a préféré rester en Algérie, jouer dans un club qui est le RC Kouba, où il était devenu entraîneur-joueur. À un moment donné, il a même disputé la finale de la Coupe d'Algérie face au CRB. 1966. Voilà. Remporté par le Chabab de Belouizdad. 3 buts à 1. 3 buts à 1. Mais il avait véritablement passé de belles années au RC Kouba également. Et puis après, il a tiré un trait à sa carrière de joueur. Il a tiré un trait sur sa carrière de joueur, pardon. Et il a préféré s'arrêter, rattrapé par l'âge comme tous les footballeurs, alors qu'il avait encore de beaux restes, hein, il faut le dire. Hein. Oui, de beaux restes, mais il était véritablement atteint par la limite d'âge. Je crois qu'il 34 ans, à l'époque en France c'était 34 ans. Oui, 34 ans d'abord en 62, mais moi je pense aussi à la période... Il a joué à RC Kouba jusqu'à 39 ans. Jusqu'à 39 ans, c'est pas mal. C'est ce que je voulais dire, c'est pas mal du tout. Dans un poste comme le sien, c'était quand même fréquent, hein, on a vu ça fréquemment. C'était fréquent, l'expérience aidant, et il a fait 3 saisons absolument bonnes, tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait, on a dit tout sur Mustapha Zitouni. Peut-être que vous pourriez ajouter une petite anecdote pour terminer. Oui, il y a une anecdote que j'ai vécue personnellement avec Mustapha Zitouni. J'étais l'entraîneur de l'USM Al-Harraj en 98. C'était la finale du championnat d'Algérie face à l'USMA d'Alger. L'USM Al-Harraj avait gagné par le score de 3 buts à 2 et déclaré champion d'Algérie. À la sortie du stade, il m'a interpellé par une personne qui était avec lui pour aller le voir. Et j'y suis allé, j'étais très content. Le monument Mustapha Zitouni, Allah yarhamou, c'était pour me féliciter et m'encourager et me prodiguer des conseils pour l'avenir. Je ne saurais l'oublier. Très belle conclusion en tout cas pour lui et pour cette émission qui lui a été consacrée. Merci à vous. Merci Erdogan. Merci à mes téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, bien sûr, dans cette émission Rétrofoot. Merci à toute l'équipe technique du studio de Canal Algérie. Mokhtar Hammani qui était le chef d'orchestre, et également merci à Sid Ahmed Bouraïb qui a participé à la préparation de cette émission. Je vous dis bien sûr rendez-vous mercredi prochain pour une autre émission Rétrofoot. Excellente soirée sur Canal Algérie.